Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque jour, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont-Blanc. Une émission en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Bienvenue dans cette émission. Au sommaire, ce soir, j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau une toute jeune association qui mène un combat sans relâche pour la reconnaissance d'une maladie rare, le syndrome Sturge-Weber. Il sera également question d'artisanat, d'art, avec sur ce plateau dans quelques minutes un ébéniste d'art, Quentin Pénard. Sans oublier, comme chaque mois, Cécile Bouget de Francesco qui viendra nous parler de sa revue de presse. Bienvenue donc, et on commence avec notre rédactrice en chef préférée. Bonsoir Fanette. Bonsoir Manu. Et dans les titres de l'actu, d'ici quelques minutes, dans le JT, ce soir, on commence avec un anniversaire. Un anniversaire, celui de SNR qui fête ses 100 ans. C'est l'une des 1500 entreprises en France qui est centenaire, donc ça se fête. Et pour fêter ça, justement, ils ont inauguré une usine 4.0, ils appellent ça, qui se situe du côté d'Argonay pour les roulements dernière génération qui sont destinés à l'aéronautique. Donc on fera le point avec Seb. Et on passe de l'autre côté de la frontière dans un second temps. Alors un peu des deux côtés finalement, parce que donc il y aura les élections genevoises le 15 avril, on aura l'occasion d'en reparler. Et en fait, il y a des centaines de candidats, et parmi ces candidats, il y en a 15 qui vivent en France, donc qui sont genevois, qui ont la nationalité suisse, mais qui vivent en France. Donc du coup, ils essayent de porter et les problématiques transfrontalières et les valeurs de leur parti politique. Donc ce soir, on va suivre deux candidats du Parti des Verts. Ça va faire plaisir à nos amis du groupement transfrontalier, tout ça. Voilà, on est au taquet sur l'actualité transfrontalière. Mais c'est ça qui est bon. On enchaîne pendant que je te tiens avec, oui, avec la revue de presse, et on commence justement avec des news de nos amis de la SNCF. Voilà, donc comme tu le sais, grève perlée, 2 jours de grève, 3 jours travaillés. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'on parle quand même de réseau ferroviaire, de trains, etc. Que tous les syndicats, notamment Sudrail, ne fait pas ce système de grève perlée. Donc il continue à y avoir des dysfonctionnements, même sur les jours officiellement sans problème. Donc ce sont nos confrères de France Bleu Pays de Savoie qui font le point sur les dessertes qui fonctionnent pas dans la région, à savoir notamment qu'il y a seulement un TER sur 2 pour la desserte Grenoble-Chambéry et pas de desserte du tout entre Annecy et Saint-Gervais, même sur ces journées travaillées. Oui, que ça va faire aussi plaisir à de nombreux voyageurs de le savoir, j'imagine, voilà, et à de nombreux touristes. Et de très belles images des orages de ces derniers jours. Voilà, puisque c'était les premiers gros orages de la saison. Et Christophe Soares, qui est un chasseur d'orages qui est installé dans la région, qui poste très régulièrement sur sa page Facebook des photos d'orages, nous propose ces images-là, donc plutôt impressionnantes. C'est à Genève, ça s'est passé hier soir. Donc, parce que moi, je ne m'y connais pas, il appelle ça la ligne orageuse, faiblement active, a suscité quelques éclairs sur le Genevois, beaucoup de pluie, et c'est notamment une grue qui a été foudroyée. Et donc, en résulte ces très belles images. Impressionnant. Impressionnant, voilà. Vraiment. Et puis, toi, on va revenir sur une étude qui montre une nouvelle fois, si on avait un doute, qu'on est bien en Pays de Savoie. Et que c'est le plus beau pays du monde, moi je vous le dis depuis des années. Non, Airbnb, le leader mondial de la location de vacances, qui vient de publier sa quatrième édition des villes les plus accueillantes de France. Alors, selon les chiffres, 2 villes au Savoyardes sont dans le top du classement, notamment Chamonix, qui est en 4e position, avec notamment un pic de fréquentation au niveau du Nouvel An, parce que forcément il y avait de la neige, alors il y avait beaucoup de touristes, donc ça remonte au classement. Et Annecy, la Venise des Alpes, qui se classe 5e de ce classement, avec là aussi une grosse vague de réservations, mais l'été, comme par hasard, au niveau de la fête du lac. Donc très félicitations à ces 2 villes. Juste pour la culture générale, les 3 premiers, en commençant par le bas du podium, c'est la ville d'Arles, juste derrière Nîmes, et en tête du classement, je vais y arriver, c'est la ville de Colmar, donc, qui caracole en tête depuis 2 ans maintenant, notamment grâce à ces fameux marchés de Noël. D'accord. Et puis un bon plan pour faire du shopping pour la bonne cause ce week-end. Exactement, une petite info de nos confrères d'ODS Radio qui nous rappelle que dès aujourd'hui et jusqu'à samedi, la Croix-Rouge organise sa braderie de printemps, de nombreux vêtements à tout petit prix, à l'unité ou par sac de 30 litres, hein, c'est le principe. Bien entendu, l'argent récolté ira à des actions locales de la Croix-Rouge. C'est à Chambéry que ça se passe, et plus précisément, c'est au 521 rue Nicolas Parent, donc n'hésitez pas.
Merci Fanette. À tout à l'heure. À tout à l'heure, je te laisse finir de te préparer et j'accueille notre invité du jour, nos invités du jour, l'association Vanille Fraise. L'association Vanille Fraise, Jérôme, Alexandra et Julia Richer qui nous font le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, on le rappelle, l'association Vanille Fraise, c'est une toute jeune association. Si je ne dis pas de bêtises, c'était fin septembre dernier qu'elle a été créée dans le pays du Mont-Blanc, du côté de Saint-Gervais, justement pour essayer de faire connaître un peu plus cette maladie qui est une maladie rare, qui est le syndrome de Sturge-Weber, dont est atteinte votre petite Julia. Aujourd'hui, j'imagine que c'est un combat de tous les instants et que ça ne doit pas être facile tous les jours. Effectivement, donc on a créé cette association après 18 mois, donc à 18 mois de jour de son anniversaire, donc de Julia, pour plus subir cette maladie et plutôt pour être acteur aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des missions qui sont bien déterminées par l'association, un engouement du pays du Mont-Blanc, mais ça, on va l'évoquer tout à l'heure. Alors aujourd'hui, vous êtes la première association qui milite pour essayer de faire connaître un peu mieux, pour lever des fonds pour cette maladie. Concrètement, déjà, ça consiste en quoi? Quels sont les symptômes? C'est pour ça. Pour décrire la maladie, en fait, on parle d'une maladie orpheline. Il n'y a pas de... Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a même pas de recherche actuellement. On traite les symptômes, mais pas la cause, que la maladie est tellement vaste et complexe. Elle est donc très caractérisée par l'angiome que vous voyez sur Julia, mais plus gravement donc interne, sur la partie méningée et qui engendre tous les risques et séquelles possibles au niveau neurologique, ophtalmologique. Donc on parle de l'œil, de la peau. Le champ est très vaste. Et là, donc ce qui a d'autant plus motivé la création de l'association, c'est qu'on a vécu une année particulièrement traumatique l'année dernière. On s'est dit, il faut vraiment agir, comme disait Jérôme, mon époux, et surtout qu'il n'y avait pas d'autres associations sur France. C'est la seule référencée sur Orphanet et qui a énormément d'acteurs, enfin en tout cas énormément. Il y en a beaucoup dans les maladies rares, mais personne n'a plus d'informations. La maladie est très méconnue. Aujourd'hui, voilà, elle est... Concrètement, on en est où de la recherche? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a justement des choses qui sont lancées? Alors, on a découvert le gène il y a quelques années, donc c'est récent, hein, le gène qui est responsable de la maladie. Par contre, il n'y a pas encore de recherche en France, même en Europe. Donc nous, l'objectif, c'est effectivement de créer des conditions favorables à cette recherche. On a eu la chance, après beaucoup de démarches de notre part, de rencontrer le professeur Vabre, donc chef du service dermatologique du CHU de Dijon. Hein, on voyage avec nous les hôpitaux aujourd'hui avec Julia, qui nous permet, on va dire, de croire à une recherche. Il peut mobiliser une équipe, mais il faut aujourd'hui avoir des fonds. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait connaître cette maladie, reconnaître cette maladie aussi au niveau national, pour lever des fonds publics, des fonds privés. Donc on fait un appel aux entreprises, aux chercheurs, aux étudiants aussi de médecine, pour nous accompagner dans ce combat. C'est très important. De la recherche, parce que tout ça est très récent. Le gène en question vient d'être détecté, ça fait à peine un an. On parle de maladie en mosaïque, ça fait moins de 5 ans. Il y a un plan maladie aussi au niveau national qui a donné plus de fonds, qui a créé aussi d'autres conditions. Mais tout ça est très récent, tout ça est très vaste concernant la recherche de cette maladie. Et c'est vrai que plus on sera, plus on aura de chances de rencontrer la bonne personne, le bon contact, de créer des actions et de créer les conditions de la recherche. Et je remercie vraiment le professeur Vabre parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, que c'est le premier qui nous met vraiment dans les clous au niveau des colloques, au niveau des filières, des centres de référence, de tout ce qui est en train de se créer au niveau national. Pour permettre des conférences, pour permettre d'informer au mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est en train de se faire et on vous dit ça, c'est tout récent, c'est le travail qu'on fait vraiment avec l'association de fond. Alors l'association a 6 mois, est-ce que déjà dans ces premiers mois d'existence, ça a débloqué certains verrous? Est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a une amélioration? Effectivement, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une mobilisation au pays du Mont-Blanc et c'est très important pour une prise de conscience sur notre territoire. Mais au-delà, donc au niveau national, nous on va solliciter, on va dire, le ministère, on va dire, de la Santé, voire même peut-être le président. On est en train de créer un réseau.
On est en train de créer une communauté de vanille fraise. Il faut savoir que sur notre page Facebook, que je vous encourage à aller visiter, il y a plus de 500 aujourd'hui fans. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est de créer du lien, créer effectivement, on va dire, ce réseau pour permettre d'avoir la bonne information, pour avoir la bonne personne qui puisse nous faire avancer plus vite. Aujourd'hui, on est dans l'urgence, effectivement, par rapport à tout ce qu'on vit. Ce qui s'est créé, qui est très fort, c'est toutes les actions. Parce que les actions, comme vous l'avez dit, l'association, elle est très récente, mais il y a eu plus de 8 actions, c'est une trentaine d'entreprises, différents organismes qui ont permis aussi ces actions. C'est énormément de personnes qui y répondent et qui se mobilisent. Et c'est vrai que l'élan de solidarité, il est énorme. Parce que comme on l'a dit, Julia, elle est née ici, moi également, à Annecy. Et on veut vraiment inscrire une nouvelle histoire pour aller de l'avant. Les répercussions, les résultats qu'on peut citer, ils sont très concrets. C'est des articles, c'est grâce à vous, les médias. Comme je dis, c'est vous qui permettez d'accélérer le mouvement parce que la situation, elle est plus grave que ça. Elle est déjà très complexe au niveau de la maladie, mais les risques sont d'autant plus graves en bas âge. Et le temps nous est compté. On sait qu'une recherche, ça peut prendre des décennies, ça peut prendre des vies, ça peut prendre des générations. Pour reprendre des chiffres clés, la maladie, elle a été détectée il y a pratiquement 1 siècle et demi, pratiquement 2 siècles, par le docteur donc William Alan Sturge et le docteur également donc Weber. Ces 2 médecins, dont un était le médecin aussi de la reine Victoria sur Nice. Et depuis en fait ce stade-là de détecter, on met un nom derrière le syndrome, mais aujourd'hui, cette maladie, elle apparaît nulle part. Il n'y a aucune information au niveau national, que ce soit sur le plan médical, hospitalier, grand public. Et ces actions, elles sont de l'or parce que déjà, elles ont permis des rencontres extraordinaires. On pourrait en lister. Alors, je ne sais pas si Camille, voilà, on a eu beaucoup de photos à vous communiquer parce que je veux remercier vraiment de tout cœur concrètement les répercussions. Donc, c'est vous qui les faites. Il y a eu des articles, presse également. Et quand on arrive maintenant, aujourd'hui, avec ça, avec les médecins, c'est une prise de conscience qui est énorme, qui change la donne en fait. Aujourd'hui, on va vraiment de l'avant. Alors, concrètement, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que justement, c'est vraiment communiquer, c'est essayer de faire connaître la maladie au niveau national par les grandes instances, les instituts de médecine? Pas seulement, parce qu'on travaille aussi dans le concret. On met en place aujourd'hui, on va mettre en place une brochure faite par des étudiants en médecine à destination des hôpitaux, des structures médicales, paramédicales, pour informer au mieux sur cette maladie-là, parce que ce qui est difficile pour nous, c'est l'ignorance, c'est le manque d'informations, effectivement. Ça rajoute un peu au drame qu'on vit aujourd'hui. Et donc nous, pour Julia, mais aussi pour toutes les vanilles fraises qui nous soutiennent, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de référencement du nombre de personnes atteintes de ce syndrome en France. Donc nous, on va faire ce travail-là par l'intermédiaire de l'association. Donc voilà, on met en place, il y aura toutes les actions qui seront mises sur notre site internet. Et c'est très, très important de nous donner la possibilité de faire ces actions-là. Justement, il y a de nombreuses actions, vous le disiez, qui sont menées. La prochaine, c'est dans très très peu de temps, c'est du côté de Saint-Gervais. Saint-Gervais qui se mobilise énormément justement derrière vous. On a beaucoup de chance, effectivement. Cette mobilisation, nous, elle nous émeut. Aujourd'hui, on n'a pas de mots. On voudrait remercier toutes les personnes qui nous ont aidés aujourd'hui, qui nous aident et qui vont nous aider on va dire, dans le temps. Ouais, on a effectivement plusieurs personnes. Mais je voudrais déjà faire un focus sur la première personne qui nous a fait confiance, c'est Roland Zanin, qui est un grand pâtissier. Roland Zanin, il faut savoir qu'on voit là avec Julia lors du concours du macaron, qui va justement recevoir très prochainement, au mois de mai, la finale du macaron donc au niveau national, avec Cyril Lignac et Mercotte. Et ces mots résonnent encore à Roland quand il nous a dit « Pour moi, je vais créer tous les macarons vanille fraise parce qu'on veut communiquer plus en douceur, plus en rondeur et non pas créer encore un stigmate et quelque chose de très lourd, de très violent au travers de la maladie. C'est vraiment que ça parle au plus grand nombre, fédérer vraiment cette communauté qui est émergente. Et quand Roland nous a dit le mot d'ordre, c'est le partage. Relais Dessert, le mot d'ordre, c'est le partage. Et si chaque enseigne, parce qu'il y a eu énormément d'enseignes au niveau du pays du Mont-Blanc, et là je parle au niveau du bassin anésien, de la région, de tout ce qui est en train d'émerger, parce que c'est vous tous qui créez une nouvelle histoire. Je veux vraiment que ce syndrome qu'on va rebaptiser vanille fraise, voilà, qu'on crée les conditions d'une recherche, un nouveau mouvement. Et là, donc, imaginons toutes ces enseignes, si au niveau national, elles impulsent, au niveau local, elles impulsent au niveau national, tout ensemble,
je suis sûre que les résultats vont se faire, vont se faire rapidement. Une petite dernière question, très rapidement. Aujourd'hui, vous essayez de créer une communauté. Il y a une team, même Vanille Fraise, qui est sur le départ. On en est où? Quelles sont les prochaines actions? On en est où? Ah, non, Ça mais vous, Allez, vas-y. en avant-première parce qu'ils viennent d'être faits et on a des magiciens autour de nous. Je parlais de Vincent aussi, enfin, il y a plein d'agences, mais là, des alchimistes qui nous préparent aussi, vous verrez, il y a plein de belles choses qui arrivent. Mais là, aujourd'hui, voilà, la team, on a créé la team Color Champions, effectivement, parce qu'on communique aux couleurs et c'est énormément d'événements sportifs qui vont avoir lieu. Le plus beau des cadeaux, c'est là de recevoir, que ce soit par mail ou par téléphone, des personnes qui se disent bah voilà, on a eu connaissance, on veut mettre une pierre à l'édifice, comme dit Fred Manvaux du Messager. Et c'est vraiment une des personnes parmi tant d'autres que je remercie, parce que c'est Fred qui, chacun via vos réseaux, vous pouvez vraiment créer une histoire et changer la donne au niveau. Voilà. Il faut qu'on crée d'autres moyens, un autre chemin, et bien sûr pour créer des fonds. On a justement sur le site internet donc un lien sur Hello Asso, parce que comme on l'a dit, comme on disait en coulisses avec la personne que vous allez recevoir là sur le plateau, c'est effectivement le nerf de la guerre, c'est les moyens financiers. Sans ça, il n'y a pas de recherche. Et sans ce mouvement d'émulation, sans ces familles qui viennent à nous en disant qui pourront créer la recherche de demain, c'est nous tous ensemble. Et bien sûr, avec le corps médical, c'est pour ça que je remercie tous les médecins aujourd'hui qui nous permettent ce suivi. Et Julia qui répond aussi bien, et qui est pleine d'énergie, comme vous le voyez, et de tous ces événements, encore une fois, qui vont se créer. Donc, plus vous serez à adhérer avec nous, plus on créera une belle histoire. Eh ben, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage pour la suite. Merci, Je vous laisse repartir en régie. Merci. Et, Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Julia. au revoir, Julia. Au revoir. Merci. Hop. Et on Je vous vous rends. attend parce qu'à Saint-Gervais, c'est le gala. On terminera là-dessus. Je voulais vous montrer quand même l'affiche. Le gala des champions olympiques. Et ça, de façon incroyable, ils soutiennent également l'association. Et c'est le 10 avril. Le 10 avril, à Saint-Gervais. À Saint-Gervais, Le avec message les est passé. champions. Avec les champions du monde et tous les champions Vanille Fraise qui nous accompagneront. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Hop, et j'accueille notre prochain invité. On en parle avec de l'ébénisterie de Dard, sans transition. C'est tout de suite, c'est dans Accès Direct. Bonjour Quentin. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Merci de votre invitation et de votre accueil. Vous êtes menuisier d'art, ébéniste haut de gamme, ça depuis quelques années déjà, à peu près 4 ans. Question bête et méchante, comment on devient ébéniste d'art? Alors, je suis peut-être pas le meilleur pour en parler, parce que moi c'est une reconversion. Mais donc on le devient, il y a deux schémas, on fait les études et on va faire les grandes écoles ou Boulle ou d'autres. Ou alors on se reconvertit et là il y a 1000 chemins possibles, des écoles du soir, ou alors dans notre cas c'était quelque chose de plus particulier. C'était une rencontre, on a rencontré un ébéniste absolument magique qui s'appelait Patrick Sény, ouais. tout à fait, qui est un personnage extraordinaire. Et du coup nous on est tombés amoureux de son environnement, de ce qu'il faisait. Et du coup on a eu la chance de pouvoir le faire à ce moment-là. On a pris 2 ans et on est parti vivre chez lui. Et du coup il nous a formés dans son atelier. Alors c'est une histoire de famille aussi pour vous. Alors pour je les dis fêtes. oui, tout à fait, c'est parce que je suis avec mon frère. Donc mon frère aîné, donc on travaille ensemble depuis 14 ans, donc c'est pas tout frais. On était dans la rénovation avant, donc on était artisan depuis 14 ans. Et chemin faisant, on s'est spécialisé dans le bois. Et puis au bout d'une dizaine d'années, on a vendu notre société et on s'est concentré complètement recentré, on va dire, totalement sur le bois. Et du coup, on a fait cette formation de 2 ans avec Patrick Sény, qui aboutit à la possibilité de monter notre propre atelier. Aujourd'hui, vous êtes basé sur Annecy. Tout à Ce qui fait. compte pour vous en premier, c'est le savoir-faire ou c'est l'amour du matériau, le bois même? Il faut le savoir-faire pour pouvoir créer des choses, créer des objets. Après ça, le bois, c'est une matière fantastique. Donc, comment dire, le bois, tout bois est différent. Vous pouvez prendre 2 chênes de la même forêt, les travailler de la même façon, vous n'aurez pas le même résultat. Vous allez avoir un bois qui va plus bouger que l'autre. Enfin, c'est une matière vivante, donc le bois, c'est fantastique.
Alors, vous faites beaucoup de créations de mobilier, des rééditions également. C'est ça. On a trois activités, on va dire. On a une activité donc création. Donc là, ce sont nos créas quand on prend le temps de s'amuser un peu. On a une activité réalisation sur mesure, d'objets sur mesure pour tout type de clients, donc professionnels ou particuliers. Donc là, on réalise les souhaits de nos clients. Et une partie restauration ou réédition. Donc restauration, c'est de la restauration de meubles généralement anciens. Et réédition, c'est assez particulier. C'est des demandes où on a généralement un bâtiment ancien, quelque chose, et on cherche à avoir un meuble de style, mais dans les dimensions adaptées à la pièce, par exemple. Et ça, on ne le trouve pas dans les salles de vente ou ce genre de choses. Donc à ce moment-là, on peut faire appel à nous et on réalise, on essaye de reproduire en fait un meuble de style, mais complètement neuf. Mais qui donc va être vieilli, va avoir la patine du temps, mais va être aux dimensions de la personne, du souhait de la personne. Pour autant, il faut un peu connaître l'histoire de la pièce qu'on réédite. Est-ce que vous vous basez sur des plans, vous faites des recherches en amont C'est la base, on ne réédite pas tout, on réédite les meubles qu'on connaît, parce qu'évidemment, il faut connaître parfaitement le meuble, et du coup, on ne les connaît pas tous, donc on ne peut pas tout faire. Mais disons Patrick Zeni était un génie de ça, donc on a pu bénéficier d'une super formation. Alors, comment ça se passe? Quand on vous propose un meuble ou une idée, vous voyez un petit peu ce qu'il est possible de faire, vous voyez comment vous pouvez arranger, ou généralement c'est le client qui va formuler une commande très particulière? On a tous les cas. On va avoir le particulier qui a une vague idée de ce qu'il veut, et à ce moment-là, on va avancer ensemble, on va lui proposer des choses, et ça va évoluer jusqu'à arriver à quelque chose qui lui plaît. Ou alors, on va travailler avec des archis ou des designers, où là, on reçoit des plans cotés, et là, on fait juste réaliser, si vous voulez. Il y a beaucoup d'effets de mode. Aujourd'hui, quelle est l'essence que vous préférez travailler? Alors que je préfère, je ne sais pas, mais l'essence préférée en ce moment, c'est le chêne. C'est tout le monde veut du chêne. Du coup, le cours du chêne explose. Du coup, c'est assez difficile de produire des choses à, entre guillemets, bas coût. Mais après, notre rôle à nous, c'est de proposer évidemment de travailler le chêne. C'est une essence fantastique. Mais essayer aussi proposer d'autres choses, d'autres alternatives. Donc on a le châtaignier qui n'est pas très loin, on a le frêne qui est un peu plus blanc, mais le frêne olivier, on a plein d'essences, si vous voulez, qu'on peut proposer. Puis après, il y a des essences très nobles, fantastiques, le noyer, l'érable, on peut travailler un peu tout. Donc c'est notre rôle aussi de conseil. Et puis on doit s'adapter aussi à l'environnement. Souvent dans une pièce, il y a d'autres meubles en bois, on essaie de trouver une OTC, ou d'essayer de faire des parallèles ou ce genre de choses. J'imagine qu'il y a le regard. Vous ne pouvez pas aujourd'hui voir une pièce de bois, un meuble, comme sans penser derrière. Ah, ça peut me donner un peu d'inspiration, ça, pourquoi c'est marrant cette technique. Alors sur les assemblages, c'est systématique, ça. Je ne peux pas m'empêcher de regarder comment ça a été monté, conçu. C'est amusant ça, quand on est dedans, c'est tout à fait rigolo de voir comment ça a été fait, et puis toujours très instructif. Alors, on prend un exemple concret. À côté de vous, il y a un gros bloc de bois. Vous voyez ça, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui pourrait vous venir à l'idée? Pas à l'assemblage, parce qu'il n'y en a pas. C'est un monobloc. Oui, c'est une utilisation simple et sympa pour réaliser... Vous creuseriez dedans, ou à partir d'un bloc brut comme ça, il y a 36 choses qu'on peut faire avec? Ah oui, on peut tout faire. Oui. On peut partir, on peut le garder brut comme ça. On peut après sortir nos petites gouges et essayer de sculpter des choses dedans. On peut l'usiner, on peut faire 1000 choses. C'est la base. De toute façon, le bois, c'est vraiment la base de notre travail. Donc, à partir de ça, moi, j'en ai plein d'ateliers. On part de ça. Donc, vous mixez généralement des essences les unes avec les autres, ou quand même il reste un peu la... Non, on peut. Il faut faire attention. Parce qu'évidemment, chaque essence a des particularités différentes, va bouger différemment, etc. Donc, il ne faut pas associer du bois qui est très mouvant, par exemple le sapin, etc., avec des bois durs. Parce que ils vont bouger de manière différente, et généralement, dans le temps, c'est pas forcément recommandé. Mais oui, on peut associer, tout à fait. C'est très à la mode d'associer des essences, ou de montrer des assemblages dans des essences différentes. Vous parliez d'effets de mode, il y en a beaucoup là-dessus, ça c'en est une. J'imagine bien. Quentin Pénard, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. On le rappelle, atelier Pénard, Atelier Pénard, Annecy.
au 43 route de Pringy. Voilà. Donc voilà, j'imagine que vous avez un carnet de commandes qui est bien rempli. On se plaint pas. Mais au cas où, n'hésitez pas, c'est là-bas que ça se passe pour toutes vos commandes, les anciens meubles, les restaurations, les rééditions, voire la création. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse repartir en régie et il ne me reste plus qu'à accueillir Cécile Bouget pour sa chronique, la revue de presse comme chaque mois. Bienvenue. Cécile, tu es ici chez toi, habituée de l'antenne. On ne te présente plus, mais bon, pour les quelques retardataires, journaliste à Active Mag, présidente du club de la presse des Pays de Savoie. Comme chaque mois, tu viens nous livrer ton regard sur l'actualité, sur les papiers des collègues, des confrères. Et aujourd'hui, tu nous as trouvé un petit focus sur la vie nouvelle, notamment. Oui, sur la désertification des centres-villes. C'est donc le grand format de la vie nouvelle qui sort demain. La dynamique commerciale des villes, c'est une préoccupation qui ne date ni d'hier, ni qui ne se concentre pas sur notre territoire. C'est une préoccupation nationale. Il y a eu plusieurs études, le Sénat, des grosses instances, la Caisse des dépôts et consignations, qui ont fait des études, qui ont essayé de chercher des solutions pour aider le maintien d'une dynamique commerciale. L'État, bien sûr, avec un programme qui s'appelait le FISAC, on a eu ça à Annecy il y a quelques années de ça, et plus récemment, le dispositif qui s'appelle Cœur de Ville, 222 communes choisies en France qui vont bénéficier d'un accompagnement à la fois financier et puis aussi avec de la logistique ou d'autres aides, pas forcément donc pécuniaires. Chambéry a été choisi en Savoie et Rumilly en Haute-Savoie, et donc c'est des conventions qui se développent sur 5 ans. Et donc, la vie nouvelle, je pense, s'est saisie de cette actualité pour faire ce gros dossier sur le commerce. Et donc, dans ces quelques pages, on fait un état des lieux, un petit peu des actions qui sont menées par les différentes communes pour redynamiser ou en tout cas limiter la casse, parce que c'est vrai que le commerce est quand même une donnée importante pour une commune, pour une ville. C'est la clé de voûte de la dynamique urbaine. Donc, la vie nouvelle nous dit quand même qu'en Savoie, on n'est pas trop mal loti, puisqu'il y a un indicateur qui s'appelle le taux de vacances de commerce. Donc, en 2015, à Chambéry, il est de 9,8%, un petit peu en dessous de la moyenne nationale qui est à 10,4%. Mais bon, cela dit, c'est pas, il y a peut mieux faire, bien sûr. Donc, on parle de Chambéry, on parle d'Albertville, qui a une initiative qui s'appelle la boîte à commerce. Donc, c'est un dispositif qui permet de tester en grandeur nature des projets de boutiques aux échelles. Le maire met à disposition une boutique éphémère pour les artisans, donc sur des durées qui sont variables. Et puis, il y a des initiatives un petit peu partout. Et puis, il n'y a pas que les communes qui se mobilisent, il y a aussi les commerçants. Donc, dans cet article, on apprend que les commerçants de Chambéry, notamment, demandent un moratoire sur la grande distribution, parce qu'ils disent que non seulement il y a un taux de vacances important dans les centres commerciaux, mais en plus, on accorde de plus en plus de surface commerciale sur ce créneau-là. Donc, ils ne comprennent pas trop pourquoi, même si les taux de vacances sont importants, on continue d'ouvrir des centres commerciaux, et ça me permet de rebondir sur cette fois-ci la Haute-Savoie, puisqu'on a un projet pas très loin d'ici qui est relativement contesté et qui s'appelle donc Open Sky, qui est le projet porté par la CCI et contre lequel des élus demandent carrément que la CCI stoppe le projet qui a été annoncé il y a quelques mois. Alors ça, c'est dans le dossier de demain de la vie nouvelle. Ouais. Par contre, il y a un autre dossier qui a fait parler beaucoup de médias. Donc là, on va s'appuyer sur l'essor savoyard, mais quasiment tout le monde en a parlé. Oui, tout le monde en a parlé. Donc effectivement, moi, c'est le papier de l'essor savoyard de Florian Potier. Mais évidemment, le Dauphiné libéré, France Bleu, tout le monde, tout le monde en a parlé. Petit retour en arrière, septembre 2016, le maire d'Annecy annonce sur son blog qu'il a décidé d'armer la police municipale. Il en profite pour expliquer pourquoi il a changé d'avis, puisqu'il le dit, c'était pas du tout ce qu'il souhaitait. Ouais, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Et donc il explique pourquoi, et surtout il explique qu'il y a un arrêté préfectoral derrière, avant la mise en œuvre, et qu'il y a une formation, bien sûr. Donc ça date de septembre 2016, et du coup, mardi 3 avril 2018, ce même maire a donc remis de manière symbolique son arme de service au directeur de la police municipale d'Annecy. C'est tout un symbole.
tout un symbole. Il en a profité pour redire que il n'était pas super enjoué, mais que voilà, il expliquait pourquoi. Donc du coup, depuis mardi, on a 75 policiers armés sur la commune nouvelle d'Annecy, en sachant qu'il y en avait déjà 20 qui l'étaient auparavant, avant la fusion. Annecy, Le Vieux et Sénaux avaient déjà armé sa police municipale. Et que donc, il y a 100 000 € de budget qui est consacré à l'achat des armes et à la fameuse formation. Puisque bien sûr, ces agents suivent une formation, donc des séances de tir, on s'en doute bien, des tests psychologiques, médicaux, pour justement pouvoir avoir cette arme de service qui est, parenthèse faite, la même que pour la police nationale et la gendarmerie. Ils ont choisi la même chose. Et donc juste pour resituer les choses, en France, en 2015, ça c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, 8 282 agents étaient équipés d'armes à feu. Avec évidemment un taux d'équipement qui augmente, surtout suite aux attentats que la France a vécu. C'est un chiffre qu'il va falloir un petit peu relever, puisque en dehors de ce décret qui est sorti où on peut armer la police municipale, il y a d'autres armes qui ont été données par l'État. C'est des armes qui viennent du stock de la police, qui sont des revolvers manurins, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, il y en a plus de 2000 qui, en 2005, étaient déjà distribués. Sur 4000. Donc ça fait plus d'armes qui circulent donc dans les effectifs de la police. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces précisions. Je te laisse rester avec nous un petit moment, le temps qu'on accueille Fanette, le grand retour. Hop. Quelques minutes avant le début du journal d'actualité, ce soir, on parle anniversaire. Oui, j'étais en train de chercher. Ce sont les 100 ans d'SNR, qui est une entreprise centenaire. La maison mère NTN Corporation aussi fête ses 100 ans. Donc aujourd'hui, il y avait une grosse journée organisée, conférence de presse, visite de la nouvelle usine qu'ils ont inaugurée à l'occasion de ce centenaire qui est basé à Argonay. Et donc ce sont les roulements de demain qui sont construit là-bas. Reportage complet dans un instant de Sébastien Germain. Puis on s'intéresse aux élections genevoises. Aux élections genevoises avec 15 candidats qui vivent en France voisine, donc en Haute-Savoie et dans le pays de Gex dans l'Ain. Et donc Jean-Paul Crespi là, a suivi 2 de ces 15 candidats. Ce sont 2 candidats verts genevois qui sont un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils doivent à la fois défendre les problématiques transfrontalières et à la fois les valeurs de leur parti politique. J'imagine que c'est pas simple, mais on aura plus d'explications avec Jean-Paul Crespi dans un instant. Mesdemoiselles, merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Dans quelques minutes, le JT avec Fanette de Buisson, toujours incontournable. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. D'ici là, passez une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.